Bonsoir, merci Caroline, merci à vous toutes et tous et bienvenue dans l'amphithéâtre Daniel Cohen. Euh, Comme le disait Caroline, je vais vous dire juste un mot, suivi de Jean-Olivier Hérault pour l'École d'économie de Paris, bien sûr. Un mot vraiment. Je voudrais vous dire pourquoi nous avons choisi le mot héritage, l'héritage de Daniel Cohen, pour cet événement et pour d'autres qui suivront. C'est un mot devant lequel nous avons un peu hésité entre les organisatrices et organisateurs de cette soirée, pour plein de raisons que vous devinez. C'est un mot que nous avons retenu pour vous proposer justement, pour vous proposer de vous associer aux événements que nous allons continuer d'organiser dans l'élan, dans la fidélité, dans la dette aussi à l'égard de tout ce que Daniel Cohen nous a transmis. Cet élan dans cet héritage et dans cette émotion, vous vous souvenez qu'il a commencé un peu plus d'un mois après sa disparition, dès le 29 septembre dernier, dans cet amphithéâtre, avec aussi la famille qui est de nouveau présente ce soir, 4 mois jour pour jour après le 29 septembre, sans ce 29 janvier de l'année suivante. Il a commencé donc dans cet amphithéâtre qui a pris le nom de Daniel Cohen dans la fin de cet événement dont vous vous souvenez toutes et tous, qui est encore visible d'ailleurs en ligne, je crois sur le site de l'École d'économie de Paris. Il va se continuer au-delà de l'événement de ce soir, dont je dirais un petit mot en passant le relais aux autres intervenantes et intervenants. Il va se continuer par diverses actions, dont évidemment, d'abord, il va se continuer par tous nos travaux à toutes et à tous, en économie, dans toutes les disciplines, à l'École normale supérieure, à l'École d'économie de Paris et partout, dans chacun de nos rendez-vous, dans chacune de nos actions. Il va se continuer aussi par des projets portant le nom de Daniel. Le prix Daniel Cohen dont nous vous avions parlé va à coup sûr être lancé dès cette année. Je laisserai Jean-Olivier et peut-être Esther Duflo, que je remercie infiniment de suivre scientifiquement, de piloter scientifiquement ce prix. Et il se situe aussi toujours dans le projet d'une chaire Daniel Cohen, pour lequel je remercie les fondations, toutes les actrices et les acteurs de prolonger cet héritage. Dans ce sillage, il y aura aussi une grande conférence dédiée à Daniel Cohen, une conférence Olivier Legrain. Olivier Legrain était un ami de Daniel, extrêmement proche de lui. C'est Daniel qui a amené Olivier à l'école normale pour un mécénat exceptionnel d'une dizaine de conférences sciences et sociétés, chacune financée par Olivier Legrain. Et évidemment, Olivier a accepté de changer le programme de la prochaine conférence Olivier Legrain Sciences et Sociétés. Elle sera dédiée à Daniel Cohen. La date n'en est pas encore fixée, mais elle sera en lien avec les autres initiatives, celle du prix et celle de la chaire. Et puis, il y a l'événement de ce soir. Et l'événement de ce soir m'a fait repenser à une formule de René Char qui est beaucoup citée, mais qui m'est revenu en liant le mot qui nous réunit ce soir et les objets qui vont nous réunir. René Char écrivait, vous le savez, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Les deux livres qui paraîtront dans 2 jours, sous l'égide d'Albin Michel, d'Alexandre Wickham, que je remercie, qui vont être discutés dans la table ronde. Ces 2 livres ne sont pas le testament de Daniel Cohen, qui, testament intellectuel, c'est toute son œuvre, c'est toutes ses œuvres, y compris ses institutions. Ce sont 2 livres très remarquables dont vous allez entendre donc parler, très émouvants dès leur couverture. Un chef-d'œuvre de Daniel qui était resté dans un tiroir. Alexandre Wickham nous en avait déjà raconté un peu l'histoire en septembre dernier et nous allons la réentendre aujourd'hui. Et puis un des collectifs qui se réunissent autour de sa mémoire. Donc ce ne sont pas les testaments de cet héritage, ce sont déjà dans cet héritage des continuations. D'autres en parleront beaucoup mieux que moi dans un instant. Mais ce moment de ce soir, nous y tenions. C'est un jalon très important, la publication de ces 2 livres. Merci beaucoup à Albin Michel pour ces 2 livres, l'un de Daniel et l'autre autour de Daniel. Et à l'École normale supérieure, au nom de toute la communauté de l'École normale, nous allons continuer les jalons de cet héritage. Et avec vous toutes et tous, merci d'être là et on continue grâce à lui. Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir ce soir avec Frédéric, la famille, les amis et les collègues de Daniel. Donc comme l'a dit Frédéric, c'est d'héritage dont il s'agit, mais il s'agit certainement encore de
partager tous ensemble ce qu'a fait Daniel, et à travers ses ouvrages, mais au-delà de ses ouvrages, je dirais quelques mots sur ce qu'il a aussi créé et comment ça se perpétue, ça continue. Comme l'a dit Frédéric, on va perpétuer, au-delà donc des ouvrages qu'on va discuter ce soir. Moi, je vais me revenir juste par quelques mots sur ce prix Daniel Cohen. On va très certainement, et presque donc pour le dire de manière quasi officielle ce soir, ce sera un prix qui sera décerné à une étudiante, un étudiant en thèse, certainement un étudiant qui sera ici sur les sols européens, pas simplement français. Et ce prix sera décerné à l'occasion de cet événement que Daniel avait créé. On avait créé l'année dernière, qui était ce PSE-CEPR Policy Forum, qui est, je crois, qui représente vraiment ce que a fait Daniel tout au long de sa vie. C'est bien sûr un lieu scientifique, d'expertise, champ académique, donc on organise avec le CEPR, que lui-même, ce centre, ce réseau européen d'excellence que Daniel Cohen avait fortement contribué à créer il y a quelques années. Et dans cet endroit où les académiques présentent leurs travaux, eh bien, sont invités en même temps des policy makers, ceux qui font la politique économique pour ces lieux d'échange. Et je dirais que ce n'est pas plus représentatif de ce qu'a fait Daniel tout au long de sa vie, de cette interface entre la recherche et puis le débat de société, et puis comment effectivement mieux faire que les politiques économiques soient efficaces et dans la société. Donc on organisera donc à l'occasion de ce moment en juin important, qui est très représentatif, comme je disais, de Daniel, et aussi pour un étudiant, une étudiante en thèse, parce que là aussi ça rejoint totalement ce qu'a fait Daniel tout au long de sa vie, de sa carrière, eh bien c'est d'être au soutien de ces jeunes chercheurs. Et donc ce moment, je crois, sera exemplaire de ce qu'a pu faire Daniel, et c'est pour ça qu'on a voulu le faire dans ce cadre-là. Et chaque année, nous aurons donc la remise de ce prix de thèse, et on commencera donc dès cette année à l'occasion de cette deuxième édition du PSE-CEPR Policy Forum, donc les 6, 7, 8 juin, et vous serez bien sûr invités. Ça, c'est donc un moment important de continuation de ce qu'a fait Daniel parmi nous et avec vous, donc à l'occasion et pour ce prix Daniel Cohen. Et puis je vais dire quelques mots, je vais dire des mots sur l'ouvrage, puisqu'ensuite on va continuer autour de ces deux ouvrages ce soir. Vous dire quelques mots importants sur ce que, évidemment, est la continuité après Daniel. Et je crois, évidemment, il voulait, par-dessus tout, qu'on continue et qu'on continue son œuvre et ce qu'il a pu faire en termes institutionnels. Et je suis très heureux, si vous ne l'avez pas encore appris, je crois que c'est difficile d'être passé à côté, mais dire ce soir combien nous sommes heureux, ici sur ce campus, bien sûr à PSE, mais aussi à l'ENS et l'ensemble des partenaires associés à ces projets de l'École d'économie de Paris, dire combien nous sommes heureux et fiers, pouvoir dire que nous allons continuer sous une présidence extrêmement marquante dans la continuité, bien sûr, de Daniel, et dire que donc Esther Duflo, vous savez sûrement, donc a accepté d'être la nouvelle présidente de PSE. Il dira combien, bien sûr, c'est important pour l'École d'économie de Paris, à quel point ça augure de développement futur marquant, et donc je voudrais tous, et à mon nom propre, et donc de tous les collègues de PSE, remercier, dire très très solennelle et chaleureuse Esther de l'honneur qui nous a fait d'accepter cette présidence. Bien évidemment, Daniel, de toute façon, ce moment, cette présidence, c'était vraiment inscrite dans l'histoire. Dans l'esprit de Daniel, ça arrive sûrement trop tôt, d'une façon bien évidemment, mais c'est exactement, bien sûr, quelque chose qui s'inscrit là aussi dans la continuité de ce que fait Daniel Cohen. Donc, quelques mots aussi sur la continuité avec le CEPREMAP. En tant que PSE, bien sûr, Daniel, c'était le CEPREMAP et PSE en même temps. Nous, PSE jouera un rôle, je dirais, dans les mois qui viennent, plus important encore au CEPREMAP, pour continuer là aussi ce qu'a fait Daniel tout au long de sa carrière ici sur le campus. Donc vous voyez, j'espère que nous sommes, je dirais, un peu les garants, et aussi à quel point nous souhaitons continuer tout ce qu'a pu faire Daniel. Et nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir le faire et de vous le dire ce soir. Un des grands enjeux aussi de cette discussion, on le voit bien, c'est de permettre, on va dire, à des instances publiques, aux hôpitaux, aux écoles, de pouvoir utiliser elles-mêmes cette intelligence pour elles-mêmes, pour leurs élèves, pour leurs malades, sans être obligées constamment d'attendre une application miracle venue de la Silicon Valley, qui, elle, évidemment, sera déterminée par la recherche du profit de celui qui l'aura fera, mais ce n'est pas tellement le fait que c'est le profit, c'est le fait que, de manière totalement aveugle, elle va détruire des relations qui existent entre le malade, le médecin, etc. Et c'est bien ça, un des grands enjeux de l'intelligence artificielle
artificielle aujourd'hui, c'est de s'assurer que son potentiel, il me semble, de démocratisation et d'accès à ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, pour simplifier, des producteurs de biens publics, n'en soit pas dépossédé, comme Uber a dépossédé toutes sortes de gens de leur métier pour substituer quelque chose d'autre, qui n'est ni bien ni pas bien, mais qui vient d'ailleurs, qui produit son propre écosystème sans partir de ce qui existe. Et je pense que c'est un des enjeux pour la recherche publique aussi, de constamment s'assurer que les découvertes qui sont faites restent dans le domaine commun, puissent être utilisées, qu'on puisse disposer de banques de données publiques qui fassent que jamais, 4 ou plus, mais qui entreprises visant leur propre fin viennent se substituer au jugement qu'on voudrait porter sur le bien et le mal ici et maintenant. Encore une fois, dans un hôpital ou une école, je pense que c'est vraiment un des grands enjeux. Et quand Marc disait au départ, on ne sait pas très bien ce qui se passe, a fortiori, ça rend d'autant plus nécessaire de veiller à ce que ce qui s'y passe reste bien connu de ceux qui pourront ensuite le diffuser. Ce que je vais faire maintenant, c'est en parler un tout petit peu du livre de Daniel. Pas du livre sur Daniel, dont d'autres le feront, mais du livre de Daniel. Une brève histoire de l'économie. Si vous avez entendu en arrivant une musique un petit peu à l'arrière, c'était les sonates tardives de Beethoven. La raison pour laquelle nous avons choisi cette musique pour nous accompagner au tout début de cet événement, c'est que Daniel Cohen en parle dans son livre à plusieurs reprises. À 70 ans, nous dit-il dans le livre, on atteint le niveau de bonheur d'une personne de 30 ans. Et on atteint aussi parfois, nous dit-il, la créativité d'un Beethoven en fin de vie, quand il compose justement ses sonates. Sonates qui, libérées de l'obligation de plaire et de correspondre au canon de l'époque, sont une musique crépusculaire, d'une originalité et d'une brillance exceptionnelle, même pour Beethoven. Et j'ai trouvé ce passage frappant, puisque donc ce livre nous arrive un petit peu comme les sonates tardives de Beethoven. Encore que, en le lisant, j'ai pensé qu'il ressemblait plus à la Messe en si de Bach, qui n'est pas citée dans le livre, donc c'est moi qui vais le faire. La Messe en si a été terminée 1 an avant la mort de Jean-Sébastien Bach. Et c'est une œuvre composée à partir de morceaux composés pour d'autres messes et cantates, assemblés en un grand, une façon pas généreuse de la décrire, c'est un best-of, mais c'est vraiment un très beau best-of. Et en même temps, ça dépasse, la Messe en si dépasse le best-of pour être sa propre création, pour tout un tas de raisons. Donc pour le néophyte, la Messe en si est une introduction parfaite à la musique de Jean-Sébastien Bach. Pour les personnes qui l'écoutent beaucoup, c'est une façon de retrouver ses vieux amis. Et pour tout le monde, il y a quelque chose qui se passe avec la rencontre des thèmes traditionnels de Bach avec la messe catholique dont il n'était pas particulièrement habitué, à laquelle il n'était pas particulièrement habitué, puisqu'il était protestant et travaillait dans une église protestante, pour faire quelque chose de nouveau qui dépasse chaque événement. De la même manière, le livre que nous avons ici reprend des thèmes des thèmes et même des phrases qui seront familières. Les premières phrases du livre, vous les avez déjà lues ailleurs si vous avez lu l'intégralité des livres de Daniel Cohen. Le livre reprend des thèmes qui ont parcouru l'œuvre de Daniel. Contrairement à la Messe en si, qui est tellement longue qu'on peut quasiment jamais la jouer en entier, il est très court et très compact. En une centaine de pages, un peu plus, il reprend les thèmes essentiels qui traversent l'œuvre de Daniel Cohen et sa pensée, celui de la souffrance de la croissance envolée, celui de la mondialisation, du déclin des civilisations, des tensions de l'âge numérique dont cet extrait faisait écho, du sens et de la poursuite du bonheur. On y retrouve des personnages familiers, Marcel Proust, Jared Diamond,
Milan Kundera et aussi Barbie de manière prémonitoire, puisque ça ne fait pas référence au film. Et tout ça est compté donc avec la voix unique de Daniel, peut-être encore plus que ses livres précédents en quelque sorte, puisque le livre a été remis en janvier, exactement il y a 1 an, peu avant qu'il soit hospitalisé, et donc il n'a pas eu l'occasion de le réécrire. Et Albin Michel a eu l'intelligence de ne pas le réécrire pour lui. Et donc, il est comme ça, brut de décoffrage, ce qui signifie qu'on retrouve ses élans, ses passages dans les aigus, ses côtés un petit peu dans la page écrite, ce qu'on pourrait penser être difficile. Donc, dans le passage sur l'aumône, il y a des moments qui vous émouvront. Dans le passage sur l'aumône Muricus, par exemple, il parle d'une jeune femme qui réussit à reconstituer, enfin, qui utilise une application d'intelligence artificielle pour reconstituer la personnalité de son mari à travers tous les textes et SMS qui se sont échangés dans leur vie. Daniel écrit « L'idée qu'on puisse ressusciter les morts en puisant dans leur historique est totalement angoissante et parfaitement crédible. » Alors ici, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a l'intelligence de Daniel Cohen qui nous donne lui-même de cette manière un peu... C'est pour ça que je voulais aussi qu'il y ait des vidéos de lui aujourd'hui pour qu'on le revoie dans sa... Évidemment, on ne peut pas le ressusciter, mais on peut... il nous accompagne dans ce livre. Donc je pense que beaucoup de gens qui le connaissent ne pourront pas lire ce livre sans tristesse parce qu'il est tellement présent dans ces pages que l'envie d'aller déjeuner avec lui pour en parler viendra immédiatement à plus d'un. Pour ceux qui découvrent Daniel Cohen, ce livre leur donnera, comme donc La Messe en si pour Bach, un aperçu d'ensemble de l'arc de sa pensée, une visite guidée avec les jalons importants. Je vais supposer que peu de gens ici découvrent Daniel Cohen. Donc, pour ceux qui ne découvrent pas Daniel Cohen, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre en plus de tout ça ? Ce livre, comme l'a dit Frédéric, n'est pas un testament. Il n'a pas du tout été conçu comme un testament. Au moment où il l'écrivait, Daniel était en pleine forme. Il était jeune retraité de l'école normale, nouveau président de l'école d'économie de Paris. Je suis bien placée pour dire que c'était un poste très énergisant. Une institution qu'il avait contribué à fonder et qui avait cimenté sa place comme pilier central du monde académique pour l'économie à Paris. Et donc, en écrivant ce livre, il y a, Alexandre vous en a parlé en septembre, ce livre s'est trouvé être conçu comme un paysage parce que c'était le scénario d'une future bande dessinée. Donc, c'est pour ça que ça reprend un peu tous les grands thèmes de son livre, pas parce que c'était un testament, mais en même temps, parce que forcément, il y avait le bouillonnement intellectuel, il y a sa pensée d'aujourd'hui, ce qu'il aurait développé dans les années à venir. Et donc, on trouve une nouvelle perspective, et cette nouvelle perspective va avec une certaine inquiétude, une inquiétude qui domine la dernière partie du livre, avant les pages de conclusion. Les sources d'inquiétude ne manquent pas. La Chine m'inquiète, écrit Daniel Cohen en paraphrasant, en citant même Madame de Guermantes. Il explique pourquoi la Chine. Donc la Chine l'inquiète. La Chine inquiétait Madame de Guermantes, je ne me souviens plus pourquoi elle inquiétait Madame de Guermantes, mais il le dit, lui. Mais pourquoi la Chine inquiète Daniel parce que, en particulier à cause de la crise démographique qu'on a vue d'ailleurs il y a quelques jours confortée, puisque depuis 2 ans de suite, la Chine réduit sa population de la Chine réduit. Ce qui conduit à une diminution de la productivité, du taux de croissance et du marché, qui conduit naturellement à une baisse, disons, tendancielle de la croissance économique en Chine. La croissance ralentissant, l'équilibre politique est rompu, et donc, je cite Daniel, la Chine n'a pas fini d'inquiéter. Autre sujet d'inquiétude, l'intelligence artificielle, totalement angoissante. Et ce qui inquiétait Daniel dans l'intelligence artificielle, c'est la déshumanisation des rapports entre nous. Je pense qu'on en reviendra dans la table ronde. Le 3e sujet d'inquiétude, c'est le changement climatique.
changement climatique. Et cette discussion sur le changement climatique est nouvelle par rapport aux autres travaux de Daniel. Et c'est dans la piste évoquée pour sortir de la crise climatique qu'on trouve une idée qui, en tout cas à ma connaissance, est complètement nouvelle dans l'œuvre de Daniel Cohen, quelque chose qu'il aurait sans doute développé. C'est l'idée, peut-être que je m'y suis attachée parce qu'elle est proche de ma propre vision des choses, qu'on ne peut pas avoir toutes les solutions pour avancer. Qu'on ne doit pas attendre d'avoir toutes les solutions pour avancer. Qu'au contraire, par exemple, dans le changement climatique, il faut commencer par faire quelque chose à notre échelle. D'abord parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais surtout parce que dans l'acte même de faire quelque chose, on finira par comprendre mieux ce qui se passe et comprendre mieux comment en sortir. Il écrit « Il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action. C'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire. Il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques, pour faire l'apprentissage d'un monde à inventer. Il faut ressentir non pas seulement de la tristesse face au monde qui se délite, mais de la joie pour celui qui est possible. » Et je crois qu'il nous laisse avec ça. J'ai toujours, depuis mes années étudiantes, admiré Daniel Cohen pour sa vision d'ensemble, sa capacité à brosser un portrait complet du monde tel qu'il est et de la direction qu'il fallait emprunter pour résoudre tous les problèmes. Et je crois au contraire qu'il m'a apprécié, moi, pour ma détermination à m'attaquer aux problèmes par le tout petit bout de la lorgnette, un petit sujet à l'autre. Et en fait, c'est dans cette, complémentarité de nos approches qu'on se retrouvait. Mais depuis quelques années, et depuis en particulier les problèmes géopolitiques du monde, le changement climatique qui n'est plus dans le futur, mais qui est déjà là en quelque sorte, un doute me taraude parfois. Est-ce que cette approche par petits pas sera suffisante ? Et ce que j'ai vu dans ce livre, c'est que les dernières pages montrent que le doute symétrique taraudait Daniel, où il se dit, est-ce que j'ai une solution d'ensemble au problème ? Est-ce que je vais arriver à trouver une solution d'ensemble au problème ? Et en fait, c'est dans ces doutes, mutuels de nos perspectives, de la synthèse de ces deux inquiétudes qui peut naître un nouvel espoir, peut-être le dernier cadeau qu'il m'aura fait. Son ambition était immense. Les objectifs qui fixent au lecteur dans ce livre le sont également. Il s'agit de réparer le monde, de réparer la vie, repenser le travail, l'échelle des valeurs, la coopération internationale, le climat évidemment. Mais il nous dit que le seul moyen de le faire, c'est de commencer quelque part, à notre mesure, cette transformation de nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc il nous reste à tenter, du coup je peux continuer repartir sur mon petit bout de la lorgnette avec sa bénédiction, tenter d'accomplir en sa mémoire ce projet. Je cite pour terminer, « À notre tour de repenser l'idée que nous nous faisons d'un monde en harmonie avec lui-même, qui nous fasse sentir l'avant-goût du bonheur et de la paix. » Donc ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire aujourd'hui pour introduire ce livre, maintenant que, disons, j'ai fait une introduction à grands pas de ce que vous trouverez dans ces pages, c'est de commencer ce travail, en fait, avec des experts de chaque sujet, des sujets importants du livre. Donc on va avoir sous la houlette d'Alexandra Ben Saïd, que Daniel appréciait beaucoup à France Inter et que j'apprécie également, une table ronde avec Coralie, qui est psychologue, ou cognitive scientist, professeur de sciences cognitives à l'école normale, qui va pouvoir nous parler de toute cette discussion sur l'interface entre la psychologie et l'économie qui est dans le livre. Laurence Toubiana qui va nous parler de climat, et Sheikh Diwan qui manage le tout nouveau centre de Daniel Cohen sur la macro et le développement, et Alexandre Wickham, qui, mieux que n'importe qui ici, peut nous parler de l'ensemble de la pensée de Daniel. Donc je vous passe la parole et en vous remerciant. Bonsoir à tous. Bon, vous imaginez la pression, parce qu'on a donc
une feuille de route tracée par Esther et en hommage à Daniel Cohen. On va essayer de faire de notre mieux. Permettez-moi juste de dire que je suis ravie d'être avec vous parce que, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, il est nécessaire de remercier les esprits brillants qui se donnent la peine de vulgariser, qui n'y rechignent pas et qui parfois s'en font une mission, d'éclairer d'autres esprits dans l'espoir qu'à la fin il y ait de la pensée et un débat public. Voilà, et cette pensée ce soir, on va donc essayer de la faire vivre avec ce panel en effet d'exception. Que je suis très heureuse d'animer. Laurence Tubiana est à ma gauche, vous la connaissez, c'est la fondatrice, c'est la directrice de la Fondation européenne pour le climat. Et Laurence Tubiana, lorsque nous avons préparé, me disait qu'elle avait, et vous n'avez pas de micro, Laurence, non ? Qu'elle avait suivi l'évolution de la pensée de Daniel justement sur l'écologie, et vous partagez le goût de l'engagement dans le débat politique. Isaac Diwan, vous êtes professeur d'économie. Vous êtes le directeur de recherche du Finance for Development Lab. Et ça, dites-nous juste un mot, peut-être, c'est une aventure commune avec Daniel Cohen. Oui, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a un an et demi, ensemble, justement. Je crois que c'était sa passion toute sa vie, la finance pour le développement. Et finalement, on a eu l'occasion, un peu par hasard, à travers ses étudiants, en vérité, ses étudiants et les miens à Harvard, qui se sont organisés pour nous faire travailler dans cette... Pour vous faire travailler ensemble. Ensemble, voilà. Bien joué. Coralie Chevalier est à ma droite, elle est chercheuse en sciences cognitives à l'École normale supérieure. Et Coralie, nous, en préparant, vous m'avez dit, on échangeait souvent, régulièrement, avec Daniel Cohen, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne le savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, à quel point la psychologie et l'économie comportementale étaient un objet de curiosité, de profond intérêt chez lui. Oui, et je pense que ceux qui liront le livre et qui ont lu les livres de Daniel Cohen ont pu sentir que c'est un économiste, évidemment, mais c'est aussi un psychologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de penser à l'humain, y compris dans son individualité. Qu'est-ce que veulent les humains, et qui était farouchement opposé à l'idée qu'on soit des homo economicus un peu bébêtes, et qui a toujours eu à cœur de mêler les niveaux de description, du plus macro, la coopération entre les États, au niveau plus national, quelle politique faut-il faire pour changer les sociétés, au plus granulaire qui est celui des individus, dans leur chair et dans leur tête. Et on y reviendra au cours de cette discussion. Et vous en avez déjà entendu parler beaucoup, vous le connaissez peut-être, Alexandre Wickham. Bonsoir Alexandre, l'éditeur de Daniel Cohen. Alors Esther Duflo vous a déjà dit, et vous l'avez apparemment déjà entendu pour un certain nombre d'entre vous, ce livre est un scénario en réalité. Donc est-ce qu'on revient sur l'histoire du scénario ? Et c'est vrai que maintenant, c'est le scénario d'une BD que vous vouliez faire ensemble. Et j'ai même une question complémentaire qui est, est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était joyeux ? Est-ce que c'était travailler avec Daniel Cohen ? D'abord, je voudrais remercier Esther Duflo d'avoir accepté de faire la préface de ce livre, de cette brève histoire de l'économie. Et puis, je voudrais la remercier à titre personnel parce que je suis sensible à l'intelligence d'Albin Michel qui consistait à ne rien faire sur ce texte. Ça rappelle la visite d'un grand patron récent, qui d'ailleurs est notre distributeur, et qui, visitant une de ses prestigieuses filiales, a dit au patron de cette filiale, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire ne rien faire. Alors on n'en est pas tout à fait là, mais c'est un peu l'occasion de dire qu'en effet, Daniel était un auteur, voilà, chacun l'a dit depuis des mois, tout à fait exceptionnel, car il n'avait pas d'ego. Croyez-moi, tous les métiers ont leurs égos, mais dans l'édition, les égos sont développés par le sentiment d'être un créateur, éventuellement par les médias audiovisuels qui vous rendent plus ou moins célèbre, vous avez votre quart d'heure de notoriété. Donc tout ça produit une pathologie qui est quand même quelquefois un peu pénible à gérer au jour le jour. Et Daniel qui avait tout, la position, les titres, les relations, le succès, qui faisait des livres qui marchaient depuis longtemps, hein, même si nous avons amplifié chez Albin Michel, ça avait commencé avant nous.
était un auteur d'une humilité que je n'en ai jamais vue et comme je n'en reverrai jamais. Parce que c'était assez exceptionnel de travailler avec lui. Et c'était, vous avez dit les deux mots, facile et joyeux. Quand quelque chose n'allait pas, c'était trop long. Il fallait peut-être lui dire quelquefois les choses de manière un peu plus habile qu'avec d'autres, mais on pouvait tout lui dire. L'idée de cette conversation, c'est de mettre en avant et en perspective certains thèmes du livre et de l'œuvre de Daniel Cohen. Nous avons devant nous juste le plan. On a devant nous à peu près 45 minutes de discussion. Si vous voulez, à la fin de cette discussion du panel, je vous passerai la parole pour quelques questions, si vous avez des questions de la salle, si vous voulez vous adresser aux intervenants. Et puis c'est le frère de Daniel Cohen, Michel Cohen, qui conclura la soirée. Alors, arbitrairement, totalement, j'ai décidé de démarrer avec ce que Esther a dit, qui est la nouvelle piste, en fait, le dernier chapitre de réflexion dernier en date de Daniel Cohen. Le réchauffement climatique, son inquiétude, ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans avec l'actualité. On a des tracteurs qui arrivent sur Paris, on a des gens qui jettent de la soupe, des militants écologistes qui jettent de la soupe sur la Joconde. Donc ce réchauffement et l'inquiétude qui va avec ce réchauffement, comment on va faire, voilà, c'est l'actualité. Et Daniel Cohen est cet économiste en lien avec la réalité. Et je vais donc me tourner d'abord, on va parler de cette mutation et puis peut-être de l'ensemble des mutations auxquelles il avait envie de réfléchir. Et je vais me tourner d'abord vers Laurence Tubiana. Sur l'écologie, le chapitre est intitulé « Crack écologique ». Et j'ai envie de vous demander si crack c'est vraiment un mot d'économiste, et vous êtes économiste aussi. Est-ce que crack écologiste, c'est la formule, vous êtes d'accord? Sûrement pas très loin, mais avant ça, je voudrais dire que vendredi, je vais faire mes premiers pas comme professeur à l'école normale supérieure, grâce à Daniel, qui, projet finalement mûri et conduit par Frédéric Worms, démarre avec l'Institut d'études démocratiques. Et j'ai l'honneur de me proposer de diriger la chaire de climat et démocratie. Et je trouve que ça rassemble très bien. D'abord, je suis très heureuse de le faire, très heureuse parce que ça avait une conversation qu'on avait eue il y a peut-être 3 ans, je crois. Et mes rencontres avec Daniel, ils ont été comme ça, conseil d'analyse économique, le Suprema, puis les questions de développement, puis des va-et-vient à des moments où on s'est re-rencontrés sur nos problématiques, et évidemment avec chaque fois sa capacité à remettre tout en perspective, comme le disait Esther Duflo tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, juste avant la campagne présidentielle précédente, on a beaucoup discuté avec Daniel sur en quoi la question de l'écologie était en train on devait réorganiser, réarranger les différents éléments de la pensée économique, politique, sociale autour de cela. Et pour moi, c'était un grand plaisir de le voir avec sa capacité à tout réorganiser conceptuellement, de le voir me rejoindre sur évidemment un domaine sur lequel, en revanche, moi, je suis un petit peu dans le genre geek, quoi. Ça fait 30 ans que je me coltine avec ça, et de voir quelqu'un qui arrivait avec des idées fraîches, en même temps en reprenant, écoutant et allant avec. Et c'est vrai que la crise écologique, l'idée de crack est très juste parce qu'on voit bien qu'on arrive un peu à l'aveugle dans une situation où on casse un peu toutes les limites qu'on n'aurait pas dû franchir, mais à l'aveugle, c'est-à-dire au moment, le crack, c'est aussi le moment où on ne se rend pas compte, on n'a pas anticipé, on arrive sur la catastrophe quelle qu'elle soit, et au fond, tout arrive ensuite en domino, hein, comme un crack, c'est un domino de problèmes qui sont liés les uns aux autres. Et d'une certaine façon, on le sent aujourd'hui, enfin, la catastrophe climatique, elle n'est pas en une fois, elle s'étend dans le temps, mais à chaque fois, on voit comment la lutte contre le changement climatique d'un côté et en même temps les impacts de cette lutte tendent les sociétés d'une façon extrêmement forte. Hein. On le voit sur la préparation des élections européennes. J'aurais bien aimé en discuter avec Daniel sur qu'est-ce qu'on va dire, quel contrat social on peut reconstruire, comment est-ce qu'on peut amener des gens qui sont désespérés parce qu'on veut pousser certaines normes environnementales, même si ce n'est pas pour ça qu'il y a des défis en réalité. Mais cette manière de se dire, bon, mais il y a peut-être une autre manière de voir, de reconsidérer les faits, les évidences, c'est toujours la façon de travailler de Daniel, pour qu'au fond on puisse dédramatiser parfois un conflit,
le reprendre à la base, se demander comment on peut trouver la solution, la simplification de la solution. Et je suis sûre que sur les agriculteurs, il aurait eu évidemment de très bonnes idées. Donc oui, il a cette anxiété qu'on sent dans le livre. On sent une très grande anxiété finalement dans ce livre. À la fois parce que les problèmes sont énormes, il les a suivis toute sa vie. Il y en a qui se sont améliorés, notamment sur les questions de développement quand même, mais il y en a beaucoup aussi qui se sont approfondis sans qu'on trouve la solution. Et dans cette angoisse que moi, en le lisant, j'ai vraiment été frappée par ça. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était quand il a fini son manuscrit, mais il montre qu'il faut qu'on ait une réponse à l'angoisse. Et sa réponse à l'anxiété, c'est évidemment l'action. Et quelle solution ? Isaac Diwan, je me tourne vers vous. L'action sur le réchauffement climatique, l'inquiétude, le krach écologique, ça commence aussi par les pays en développement. Et la solution, ça pourrait être la coopération, puisque ce sont les premiers touchés. Est-ce que oui, la coopération internationale ? c'est vrai, mais comme vous le disiez, il est quand même très inquiet et doute que ça va se passer facilement. Il dit, c'est le moment où il faut qu'on soit tous ensemble, mais c'est le moment aussi où la globalisation craque, où la géopolitique nous sépare, où les inégalités que le néolibéralisme sauvage a développées nous rendent, cassent notre confiance dans les gouvernements, où le numérique nous divise et nous rend tout seuls. Et donc, en fait, il est inquiet, on est mal préparé. En vérité, comme vous avez dit, il revient au final à l'humain, quoi. Je crois qu'il met la solution dans l'homme. Esther, tu l'as dit aussi. Et c'est marrant, en fait, il démarre le bouquin avec la tragédie de Malthus, et il finit avec la tragédie du climat. Enfin, Malthus, on a trouvé une solution un peu magique, et il le décrit. Enfin, il adorait parler de l'histoire du drame malthuséen et comment il a été réglé. Il commence le bouquin il y a 100 000 ans, l'Homo sapiens. Et là, il y a 10 000 ans, il commence l'agriculture. Il y a 1000 ans, on invente l'imprimerie. Il y a 100 ans, l'électricité. Il y a 10 ans, iPhone. L'histoire s'accélère. 10 000 ans, on les a vécus de façon tragique, au bord de la famine, quoi. Dès que la population se développait, la communauté avait moins à manger, et donc on était toujours au bord de la famine, et ça n'a été vaincu que vraiment au XVIIIe siècle, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, un peu par magie, parce que culturellement, la fertilité, la fécondité a baissé partout. Et il faut une révolution, un peu la même révolution. Il faut la régulation, mais il n'y croit pas. Il faut le progrès technologique, mais tout seul, à la limite, il rendrait les choses pires. À long terme, en fait, ce qu'il faut, c'est une révolution culturelle. C'est se faire confiance à nouveau, recréer la communauté, je crois. Peut-être que je vais lire quelques lignes. Mais entre ceux qui sont prêts à tout miser sur le progrès technique pour trouver des solutions et ceux qui veulent vivre dès aujourd'hui en mode survivaliste, l'éventail d'opinions est si large qu'il est difficile de se rassurer sur la capacité collective des humains à s'entendre sur les actions à mener. Coralie Chevalier, est-ce que, un peu plus loin dans le même chapitre, il y a cette idée que finalement, il faut commencer quelque part, il faut avancer, et puis peut-être que le miracle va se réaliser, mais en tout cas, il ne faut pas attendre d'avoir les solutions. Est-ce que ça, la psychologie humaine peut réaliser cela ? Je ne sais pas si elle peut réaliser cela, mais en tout cas, on sent dans le livre que Daniel Cohen a une sorte d'épiphanie quasiment qui consiste à prendre conscience du fait que, quelque part, l'inaction, elle n'est pas seulement causée par le fait que les citoyens n'ont pas compris. Et c'est une source d'angoisse, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire que le problème vient du fait que les gens n'ont pas compris et on va leur expliquer et leur réexpliquer avec d'autres mots. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Ce n'est pas le cas que la plupart des citoyens pensent que le réchauffement climatique n'existe pas. Ce n'est pas les théories du complot qui expliquent le fait qu'on n'agit pas. Ce n'est pas le cas que la plupart des Français sont convaincus qu'il faut en faire moins
pour lutter contre le réchauffement climatique. En fait, il y a un niveau d'adhésion et de compréhension qui est très élevé, et pourtant, on est un peu désespéré parce que les actions ne sont pas à la hauteur de ce dont on a besoin. Et donc, je trouve que c'est véritablement là, il s'enfonce dans la psychologie humaine qui est parfois si décevante, et on a vraiment le sentiment qu'il prend conscience du fait que avoir compris l'urgence d'agir, c'est pas ça qui détermine qu'on ressent soi-même, à l'intérieur de soi, le devoir d'agir. Et c'est un vrai défi d'action collective. Et donc, je trouve que dans la citation qu'Esther a mentionnée à la fin de son propos, quand il dit il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action, c'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est assez conforme à ce que la psychologie nous enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire que la peur, c'est un moteur de changement, c'est sûr, mais quand la peur est trop forte, ça devient un motif de paralysie. On le voit chez les humains, puis on le voit aussi chez les animaux non humains. Un rat qui a très peur, il se paralyse, il ne bouge plus. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est pétri d'anxiété pour passer de cette anxiété paralysante à l'action ? Eh ben, on s'expose. En fait, il nous propose une sorte de thérapie cognitive et comportementale. Quand on est pétri d'anxiété, par exemple, on a une phobie des araignées, ben, la solution, c'est de s'exposer un petit peu, en douceur, aux araignées. Et puis, peu à peu, en agissant, en se mettant en action avec ce qui nous fait le plus peur, on découvre que finalement, on a moins peur et on est capable d'agir. Donc, en fait, il nous fait une proposition là qu'il faut évaluer. Et j'aimerais insister là-dessus parce que c'est aussi conforme à l'esprit très rigoureux et scientifique de Daniel Cohen. On ne peut pas tirer des règles universelles. On ne peut pas dire quand on a peur, on se comporte de cette manière, et quand on est plein d'espoir, on agit plus. Ces deux phrases sont vraies, mais tout dépend du degré. Tout dépend du degré, et donc il faut évaluer. Et en santé publique, par exemple, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qu'il faut faire, par exemple, pour que les gens arrêtent de fumer. Est-ce qu'il faut leur faire peur sur les conséquences, ou est-ce qu'il faut leur donner espoir ? Et peut-être que la raison pour laquelle il n'y a pas de consensus, c'est qu'en fait, ça dépend. Donc c'est une réponse un peu décevante que nous fait la psychologie. Ça dépend, peut-être ça dépend des gens, ça dépend des personnalités. Certaines personnes sont plus anxieuses que d'autres et elles vont plus réagir à l'espoir qu'à la peur. Et donc, moi, j'ai envie de dire, maintenant, il faut travailler, il faut tester ça, et il faut essayer de comprendre qui réagit à quoi et pourquoi, pour savoir comment on peut rapprocher réflexion et action. Alexandre Wickham. Oui, je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit et ajouter que je connaissais Daniel depuis longtemps, j'étais son éditeur depuis une douzaine d'années. J'ai vu sa pensée évoluer sur beaucoup de sujets. C'était quelqu'un qui était tout sauf rigide. Et il y a 4 sujets sur lesquels il a évolué, qu'on a commencé à aborder. Le premier, c'est le numérique, il a clairement évolué. Le deuxième, c'est la transmission, enfin l'école, le savoir. Le troisième, c'est justement pour aborder la notion du comportement et des sentiments, c'est le sentiment de frustration, qui en Europe et en France notamment, touche des classes sociales entières. On le voit aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue, mais on l'a vu depuis des années dans différents grands mouvements, que ce soit les retraites ou autres, quoi qu'on pense de ces mouvements. Et le quatrième étant l'écologie, et j'ajouterai un cinquième, qui est, disons-le, l'antisémitisme et la montée de courants, pas seulement d'extrême droite, qui est une manière un peu simple de raisonner, de courants radicaux de tous côtés, de l'extrême gauche à l'extrême droite et à d'autres courants encore, qui font peser une menace sur nous, clairement. Voilà. Et j'étais frappé que Daniel, par exemple, sur le numérique, était évidemment... D'abord, c'était quelqu'un de, vous savez, très positif, de très joyeux, de très drôle. Sur toute situation, il avait cette espèce d'humour extraordinaire qui lui permettait de trouver un côté positif. Et sur le numérique, au début, il trouvait des gens comme moi et d'autres qui trouvaient qu'il y avait des dangers pour tout, mais j'étais souvent à côté de la plaque, mais enfin, il me semblait qu'il y avait des inconvénients qui surgissaient, et qu'on était des grincheux, des archaïques, ils vous prenaient des articles cités. Et puis petit à petit, avec le temps, en partant aussi de son expérience, de ses amis, de sa fille, de ses filles, il voyait ce qui s'échangeait sur les réseaux sociaux, et il a été marqué par le fait qu'il y a une dominante de haine, clairement. En tout cas, c'est comme ça que lui voyait les choses.
et qu'au fond, tous les avantages qui existent dans tous ces réseaux étaient compensés par ça. La transmission, l'école, je trouve qu'il a gardé la flamme. Et l'école ici, c'est l'école normale, était une espèce de citadelle, comme dans Game of Thrones, une espèce de citadelle du savoir, de l'écoute, où on pouvait se parler. Et j'avais l'impression qu'il arrivait dans un pays inconnu ou un pays, une île déserte au milieu de la France. Le quatrième, c'est clairement l'écologie qui était un défi pour lui, même s'il n'apportait pas les réponses de forcément de tous ses pairs, et qu'il était très prudent sur la décroissance et sur l'écologie qu'il appelait à marche forcée, parce qu'au fond, il avait l'impression que des classes entières de la société pouvaient adhérer à ce mouvement, mais pouvaient aussi le refuser, et on est exactement dans cette période-là. Est-ce que globalement les gens vont refuser parce que c'est trop de contraintes et qu'ils ont une vie trop dure ? C'est très bien l'écologie et les mesures et la prise de conscience, mais quand vous êtes dans la survie, comment vous entendez ce discours-là ? Vous l'entendez évidemment plus ou moins bien. Et puis le dernier aspect, pour aller vite, c'était évidemment l'antisémitisme et les montées des mouvements extrêmes, et là, et la responsabilité de la gauche, qu'il a beaucoup conseillé. Il connaissait, vous savez, tous les leaders de la gauche, bien, très bien, et il leur a beaucoup parlé au fil des années. Et je veux dire, c'est un des domaines dans lequel il m'a semblé qu'il ne perdait pas espoir, mais que son moral fléchissait avec des déclarations des uns ou des autres, ce qui n'empêchait pas de continuer à jouer un rôle de conseiller dans lequel il était très heureux, moins, comme chacun sait, celui de pronostiqueur, mais personne n'est parfait. Laurent Subiana, sur l'écologie, si je reviens, est-ce que vous partagez l'inquiétude ? Est-ce que la méthode de on commence et puis on verra bien où ça nous mène, mais l'inaction, c'est ça qui nous mènera dans le mur ? Est-ce que ça, vous partagez cette idée ? Complètement. Alors, à différentes échelles, bon, il y a les petits pas, parce que ça transforme l'imaginaire et la compréhension, parce que la connaissance transforme l'action, transforme l'imaginaire et met en mouvement, parce que, comme l'a dit Coralie, la meilleure réponse à l'angoisse, c'est quand même de bouger, parce que sinon, c'est comme Laura, on est coincé. Et je le vois beaucoup avec les jeunes gens qui travaillent avec moi, ou même les étudiants quand j'enseigne. L'anxiété est très forte. La bonne réponse, évidemment, pour se saisir de ce futur qui fait peur, c'est évidemment d'agir, même si on ne sait pas quel est l'impact de l'action. Le problème ne n'est pas là, et Daniel l'exprime très bien dans son livre. Ce qui me paraît en revanche très intéressant, et qui était, malheureusement, sa mort intervient trop tôt, on voit que comment on combine ce mouvement qui fait la transformation, mais la transformation dans la justice, pour que chacun se sente quand même partie prenante de la transformation. Et là, y compris parce qu'il y a eu de très nombreux travaux au sein de cette maison même, sur l'inégalité, que justement ces travaux sur l'inégalité, y compris vis-à-vis du changement climatique, tant du point de vue de la contribution des uns et des autres à ce phénomène que des impacts, c'est ça qui permet de lier, y compris du coup dans la mise en mouvement des citoyens dans leur action, c'est-à-dire la démocratie. Et comprendre que le changement climatique est un problème fondamental de concentration des richesses et d'inégalité à la fois mondiale entre les pays, mais aussi à l'intérieur, et de plus en plus à l'intérieur des sociétés. Je réfère à des travaux qui ont été publiés ici. Un riche indien, les 1%, émet autant qu'un riche américain ou un riche français. Et en revanche, et c'est cette dimension-là qui permet, je crois, de rassembler les deux choses, c'est-à-dire d'aller vers une transformation de la société, un contrat social où l'extractivisme sur les ressources naturelles peut être remplacé par un autre mode de faire, qui n'est pas nécessairement la décroissance au sens du débat tel qu'il est posé, mais vraiment la manière de retrouver qu'est-ce que c'est le bien-être, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est dont on a besoin, qui termine le livre de Daniel. Et vous me permettez de faire la transition du coup avec le deuxième thème de notre discussion, qui est un thème qui là irrigue depuis très longtemps l'œuvre de Daniel Cohen. C'est le thème c'est ce qui nous a mené vers ce réchauffement climatique, c'est la recherche de la croissance, donc cette idée du monde fini et du désir infini des hommes. Isaac Diwan, son terrain premier à Daniel Cohen, ce sont les pays qui veulent se développer, qui cherchent la croissance. Et est-ce que vous avez discuté de cette idée que peut-être cette recherche éperdue de la croissance était un leurre ?
C'est intéressant parce que vous m'aviez demandé, Esther, aussi de parler de développement. Et en fait, j'ai regardé dans les derniers bouquins de Daniel, il ne parle plus de développement, on peut dire. Et on peut aussi dire qu'il parle de développement de façon beaucoup plus globale. En fait, dans le temps, on parlait de développement des pays sous-développés, on s'occupait de la croissance, de l'urbanisation, des changements dans les inégalités, même l'économie politique, etc. Et puis je crois peu à peu, Daniel, comme d'autres, et peut-être avant d'autres, a commencé à appliquer les mêmes outils à sa propre société, à ses sociétés. Et donc, je crois que c'est la deuxième moitié de son œuvre est sur la France, sur l'Europe, sur le monde qu'on appelait développé, mais qui, comme il décrit dans son livre, en fait, passe par plein de crises. C'est vrai qu'il s'habitue à la croissance. Et il va parler après Malthus, on pensait avoir sauvé le monde et que maintenant on allait être plus productif, on travaillerait moins, on consommerait plus, on serait heureux, mais non. Le désir infini prend la place et là, c'est un peu comme la course au rat, quoi. On veut faire mieux que le voisin, mieux que le beau-père, et donc on travaille de plus en plus et on finit par aller à la perte de la planète, quoi. Et en fait, il décrit dans son bouquin de façon très courte, je vous avais dit, c'est comme un haïku, quoi. C'est avec un minimum de mots, c'est ciselé, cet arc, quoi, qui va du Néandertal jusqu'à aujourd'hui. Et bon, la coupure se passe au XVIIIe siècle, où la croissance moyenne, il dit 0,5%, 19e siècle 1%, 20e siècle 2% en moyenne, après la Deuxième Guerre mondiale 5% par an, pendant les 30 glorieuses, le revenu qui double tous les 15 ans. On a un frigidaire, une voiture, on veut faire de plus en plus, et donc le système qui s'emballe, il le décrit avec la personne, l'envie, la jalousie, etc., mais aussi avec des traits macro. Le néolibéralisme qui donne lieu à des crises financières, qu'il décrit, qui augmente les inégalités. Il décrit comment les inégalités augmentent de plus en plus dans les pays du Nord, bien que les pays du Sud, comme la Chine, qu'il décrit bien, se rattrapent. Et donc, voilà, c'est ce mouvement qui nous mène finalement à cette finale et qui est la grande crise d'aujourd'hui où on est mal placé. Et c'est là qu'il est très inquiet, justement. Je vais me permettre de corriger, on peut corriger un professeur à Harvard, ce qui ne m'est jamais arrivé. Mais vous avez parlé, je pense que c'est un lapsus de la théorie du beau-père. Je pense que vous parlez de la théorie du beau-frère, qui était très important dans la philosophie. J'ai entendu beau-père, mais si vous avez des beaux-frères. C'est un élément, élément très important de la pensée de Daniel. C'est le beau-frère qui est important. Puisque, voilà, celui qui est le plus proche de vous, évidemment, en l'occurrence le beau-frère, gagner 10 euros de plus. Être riche, disait-il, c'est gagner 10 euros de plus que son beau-frère. Pas beau-père, parce que le beau-père, normalement, il a de l'avance. C'était tout à fait Daniel. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des idées sur ce qui l'inspirait. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le caractère immédiat, proche. Il n'y a rien de plus qui se déteste plus que deux partis qui sont proches, que des militants qui sont proches de même courant. C'est quand on est proche qu'on se déteste. Quand vous êtes trop loin, l'égalité des fortunes fait que beaucoup de gens très pauvres supportent la pauvreté parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la richesse, la vraie richesse. Ils ne sont jamais allés dans des maisons, dans des endroits, ils le voient à la télévision et déjà ça leur semble comme un film d'aventure. Donc cette théorie du beau-frère, pour moi, a toujours été très importante parce que c'est le moment où on perçoit tout à coup qu'il y a autre chose, que le beau-frère... il a réussi quelque chose, ou en tout cas il a été assez malin pour avoir quelque chose de plus que vous. Alors que si on lit un journal, Challenge fait sa couverture sur M. Ghosn, voilà, qui est tombé, sur M. un tel ou un tel, au fond ça reste très extérieur. Et les économistes en sciences cognitives se sont beaucoup intéressés à cette idée. Pourquoi est-ce que la prospérité ne nous a pas apporté le bonheur finalement? C'était ça, on devait même travailler 3 heures par jour. Oui, c'est vrai. Je pense que là, on a quelque chose qui est intéressant, qui est que non seulement Daniel Cohen s'intéresse beaucoup à l'individu dans son intimité et dans tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes individuellement, mais aussi bien sûr à la façon dont chaque individu se perçoit par rapport aux autres.
Et ça, c'est un moteur extrêmement puissant de comportement et à la fois un énorme frein à tous les grands changements qu'on doit mettre en branle. Il écrit par exemple « La rivalité ne porte que sur les traits visibles de la réussite sociale ». Or, si on réfléchit à toutes les actions qu'on doit mettre en place pour lutter contre le dérèglement climatique, personne ne dit qu'il y a une correspondance entre les actions qui sont les plus visibles et qui sont perçues comme les plus vertueuses et que les autres peuvent voir le plus et donc dont on peut le plus se prévaloir. Personne ne dit qu'il y a une correspondance entre ces actions et le vrai impact. Il est possible que, par exemple, le fait que je fasse très attention à toujours avoir une gourde et un petit tote bag en coton bio, ce soit quelque chose que tout le monde remarque, mais que ça ne soit pas ça, au fond, qui fasse vraiment changer les choses. Et donc, je voudrais citer un autre économiste, lui aussi psychologue, parce que ce soir, j'ai décidé de montrer à quel point l'économie est psychologique. Il y en a certains qui ont eu un prix Nobel. Mais bien sûr. Bien sûr. Daniel Kahneman, beaucoup cité dans le livre. Ouais. Et Jean Tirole, qui écrivait déjà il y a 10 ans dans son article intitulé « Rationalité, psychologie et économie », je le cite, on va rentrer dans le concret, mais parce qu'il faut qu'on travaille, donc il faut rentrer dans le concret. Il vaut mieux subventionner une chaudière propre, car il s'agit d'un équipement non visible par les autres agents économiques, si bien que les incitations monétaires auront plus d'effet que pour une voiture dont l'achat est visible par tous, donc pour laquelle le poids du jugement social sera pris en compte par l'acheteur. Donc on voit bien ici comment, ça ne suffit pas de comprendre, ça ne suffit pas de vouloir agir en s'exposant comme avec les araignées. Encore faut-il qu'on ait la conviction que la façon efficace d'agir est aussi une façon d'agir qui est valorisée par autrui, parce qu'on est des individus éminemment sociaux et le regard des autres compte pour nous. Daniel Cohen écrit aussi, pose cette question, que deviendrait le monde moderne si la promesse d'une croissance infinie était devenue vaine ? Laurence Tubiana, est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'avec l'urgence climatique, on se pose la question de cette promesse d'une croissance infinie après laquelle les hommes courent et qu'il faut abandonner ? Je crois qu'on est à un moment de bascule. Parce que d'un côté, on voit bien que continuer comme avant, d'abord parce que tout simplement ça se délite sous nos pieds, et qu'en même temps, comment est-ce qu'on peut abandonner ça ? Comment est-ce qu'on peut abandonner l'idée que demain sera mieux ? Toute l'économie orthodoxe, elle a été fondée sur demain est mieux, on sera plus riche, on pourra faire les choses. C'est pour ça d'ailleurs que franchement les économistes n'ont pas aidé dans la lutte contre le changement climatique, en tout cas tout au début, parce qu'ils pensaient qu'on pourrait faire plus tard, puisque ça serait plus facile. Et donc, c'est un changement conceptuel très profond, très profond. Et je ne sais pas si je pense qu'il n'y a pas de règle globale. Chacun doit se dire, doit se positionner par rapport à ce que c'est que les limites. Mais introduire les limites, qui est maintenant quelque chose qui se discute de plus en plus dans différentes places, introduire dans le débat public qu'est-ce que c'est la limite. C'est pour ça que je trouve que les dernières pages, quand il se réfère sur qu'est-ce que c'est comment on qualifie le bonheur, comment est-ce qu'on pourrait percevoir le bonheur, ces études qui montrent que, au fond, l'accumulation de richesses très vite ne donne pas de bonheur additionnel. Est-ce qu'on pourrait ouvrir cette question ? Et je pense que dans ce débat souvent qui est très caricaturé sur croissance-décroissance, puisqu'il est posé mal, et d'ailleurs, évidemment, Daniel n'était pas du tout dans ces termes-là, est-ce que si on se posait, il me semble que c'est la question posée par le livre de Daniel, qu'est-ce que c'est être heureux ? Est-ce qu'on pourrait avoir un débat collectif sur qu'est-ce que c'est être heureux ? On serait mieux pourrait ouvrir cette barrière-là, qui est pour l'instant une barrière psychologique très forte. C'est-à-dire, demain, c'est mieux, que nos enfants ne soient pas mieux que nous, c'est pas bien. Et cette poussée vers le plus. Et alors, il y a quelque chose dans les politiques publiques qui n'y répond pas bien. Regardez sur les véhicules électriques, c'est tragique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va finalement finir par pousser les gens à acheter, certes, des véhicules électriques, mais 2 fois plus lourds. Donc, parce qu'il faut marier cette visibilité de la grosse voiture avec le fait qu'elle soit pas, qu'on la fasse pas fonctionner avec du pétrole. Et je crois qu'il y a quelque chose de travailler sur l'imaginaire de la société, mais en le discutant
Et ça, j'ai l'impression que pour la politique, c'est très difficile. Ça fait peur. Je crois que le problème majeur que je vois, et là, on était d'accord avec Daniel, les politiques, les institutions, les représentants qui nous gouvernent ont peur de la société tout le temps. Et sinon, on pourrait discuter de ça. On pourrait discuter d'être heureux avec une croissance zéro. Ben voilà, mais simplement, ils sont terrifiés, hein, franchement. Isaac Diwan, vous vouliez rebondir? Je voulais surtout rebondir sur ce que tu as dit et je voudrais défendre Daniel Cohen, l'économiste. Parce que l'économiste doit s'inspirer en fait de la psychologie. Et c'est vrai que quand il nous parle du drame du cultivateur ou du désir infini ou de la mentalité post-industrielle qui amène à la libération culturelle ou au tout numérique, il va vraiment à l'humain, quoi. C'est vrai, il le dramatise, quoi. Il y a une charge émotionnelle qui est exceptionnelle, je crois. Mais en même temps, il fait vraiment ça en économiste parce qu'il lie le micro et la macro, ce qui est le rêve de tous les économistes, quoi. Il parle de grands sujets macroéconomiques à partir du plus micro. Et surtout, je crois, dans la forme, il est très économiste. Son livre se tient, il me rappelle un peu comme le traité d'équilibre général de Gérard Debreu, par exemple, parce qu'il y a l'offre, il y a la demande qui sont caractérisées chacune, mais avec beaucoup d'innovation, avec toutes les nouveautés des sciences sociales, et puis il y a l'équilibre, il y a la dynamique, il y a... Et tout ça se tient. En fait, le livre est court et il se lit bien. Et c'est comme un puzzle, quoi, qui est ciselé, qui se tient, où les tensions se tiennent aussi, comme dans les démonstrations de Debreu, quoi. Et peut-être le néophyte ne le voit pas, mais il le sent. Il voit bien qu'on va au fond des choses d'une façon cohérente. Et c'est ça vraiment le génie de Daniel, c'est qu'il nous dit comment est le monde. Quand on le voit... nous, on le voit à travers le voile, on voit beaucoup de choses. Quand on lit le bouquin rapidement, c'est comme un feu d'artifice de choses, mais en fait, elles sont classées ensemble avec une cohérence qui est exceptionnelle. J'avais la chance, en quelque sorte, d'avoir un professeur particulier avec Daniel, parce que où j'étais idiot, je ne comprenais pas quelque chose en économie, je lui disais, ou bien je faisais semblant de ne pas comprendre, ce qui arrivait aussi, je vous remercie, et donc il se donnait beaucoup de mal pour me faire comprendre des choses. Et la dette est un sujet qui ne m'intéressait absolument pas au départ. Il voulait en mettre dans tous ses livres, et je reconnais que j'ai une influence très modeste, mais un peu occulte, si j'ose dire, parce que j'essayais de le dissuader. Et comme toujours, Daniel, avec le sourire, m'écoutait, me disait « c'est très intéressant ce que tu dis », et me revenait avec un manuscrit où il y avait exactement le même pourcentage sur la dette qu'avant. Et j'ai toujours été de plus en plus frappé par cette histoire de dette parce que je ne connaissais pas le mécanisme du FMI, des États, des grandes banques d'affaires, le rééchelonnement de la dette. Et d'abord, j'ai été frappé par le fait que ce spécialiste de la dette n'était pas endetté. Il fuyait les banques à titre personnel et il avait une conception extrêmement prudente de la gestion. Et puis d'autre part, quand il arrivait dans un pays, notamment l'Argentine, qui connaissait pas mal de gens, ce qui m'avait un peu bluffé, c'est que quand il arrivait pour négocier avec les autorités internationales là-bas et les autorités locales, bien sûr, et c'est le président qui demandait à le voir, quand il savait qu'il arrivait. Lui ne demandait pas toujours, même quelquefois rarement aux hommes politiques et aux chefs d'État. Ce sont eux qui disaient, si Daniel Cohen est là, on va en profiter pour en parler. Et puis la dernière chose, c'est le directeur général de Lazare qui l'a dit dans le livre Hommage, en racontant que quand l'Équateur a fait défaut en 2008, il y a eu une année, l'année suivante, si je ne me trompe pas, Daniel est allé renégocier le rachat de la dette. Et à ce moment-là, il a dit au directeur de Lazare, eh bien, on a fait la démonstration que cette opération fonctionne très bien en pratique. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle ne fonctionne pas du tout en théorie. Il est Juste là-dessus, parce qu'évidemment, pour la réponse à la lutte contre le changement climatique, c'est quand même l'investissement dans une grande transformation de l'économie. Et là-dessus, il était très clair sur le fait qu'il ne fallait pas regarder la dette de la même façon dans un cadre macroéconomique classique. Et là-dessus, c'est pour ça qu'il avait quand même raison d'en parler très souvent. C'était une figure internationale reconnue. Et vous l'avez connu, vous avez connu cet homme
et qui va négocier la dette, vous aussi, Isaac Diwan. Moi, je l'ai connu finalement qu'à l'international. Je l'ai découvert comme Parisien dans les dernières années seulement, d'ailleurs. Il m'étonnait tout le temps. Je me disais, pourquoi tu ne vis pas à l'international, vu que tu travailles beaucoup. Il disait, non, moi, je ne peux pas vivre sans Paris. Mais c'est vrai, je l'ai connu à Washington, à Addis Abeba, en Égypte. Enfin, je l'ai toujours vu à l'extérieur. Vous avez raison. Il était très demandé par les hommes d'État parce qu'il adorait expliquer des choses qu'ils étaient censés connaître, mais qu'il expliquait avec tellement de passion et de vivacité qu'il les ramenait à la vie de façon... Pardon, j'ai eu l'impression parfois que quand il allait dans des pays en Amérique latine, en Afrique, il avait plus confiance dans ces pays que les dirigeants de ces pays. Parce que quand il revenait, il disait, j'explique au ministre des Finances qu'au fond, bon, il avait 120% d'endettement, mais qu'au fond, il avait des mines, il avait un truc pour garantir qu'on passe à 140. Et au fond, j'espère qu'il m'a écouté. Et ça m'a toujours frappé, cette capacité de conviction, d'énergie, d'optimisme qu'il faisait partager à des gens qui étaient en charge et qui étaient censés être au moins aussi optimistes que lui, si ce n'est, on pouvait peut-être attendre même plus optimistes que lui. Alors, vous parlez d'optimisme, c'est une pensée positive, mais je vous ramène à une autre de ses inquiétudes qui est le capitalisme numérique, parce qu'il montre tout au long du livre, très rapidement, avec brio, comment en effet nous sommes passés d'une société rurale à une société industrielle, et c'est Homo numericus, on arrive à cette société du capitalisme numérique, à cette société de services. Et je me tourne vers vous, Coralie Chevalier, parce que c'est encore une fois quelque chose qui tient aux relations humaines qui l'inquiète, c'est la distanciation sociale qu'il y a dans le capitalisme numérique. Oui, c'est triste si on imagine qu'on puisse être soigné par un robot. Alors, la plaie serait pensée exactement de la même manière que si un humain s'en était occupé, peut-être même mieux, parce qu'il y aurait moins de risques de contamination, d'infection, etc. Mais on ne peut pas se résoudre à imaginer qu'on prenne soin des autres sans les humains. C'est pas possible, c'est beaucoup trop triste. Et c'est vrai pour le soin, mais c'est vrai aussi pour l'éducation. On sent bien qu'il se joue quelque chose dans la relation entre un enseignant et son élève. Alors bien sûr, moi je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'on ne doit pas s'appuyer sur les nouveaux outils numériques pour apprendre plus vite ou pour soigner plus efficacement ou pour mieux détecter des maladies. Mais le risque qui est que ça conduise à un effacement des rapports entre les humains, en effet, est assez terrifiant. Je suis restée à un moment un peu en suspens dans le livre quand Daniel Cohen évoque les algorithmes et la justice, parce que finalement, il ne nous donne pas vraiment la réponse. Et je pense qu'il faut, là aussi, continuer le travail, de comprendre un peu le rôle des algorithmes dans les décisions de justice. Mais il explique très bien que quand il fait chaud, les décisions de justice sont moins bonnes. Voilà, moins justes. On est très biaisé, on est très faillible en raison de nos préjugés qui peuvent être racistes, sexistes, etc. Et finalement, peut-être que les machines seraient capables de rendre des jugements moins biaisés. Et là, on sent bien qu'on résiste, mais ils ne nous donnent pas la réponse. Est-ce qu'on a raison de résister ou pas ? Et je pense que c'est une question ouverte et il va falloir travailler pour y répondre. Alexandre Wickham, est-ce qu'il en parlait Est-ce que c'était... Le chapitre n'est pas si inquiet. C'est une photographie extrêmement précise et une projection, mais en effet, il y a du lumineux et du plus obscur. Mais En fait, il y avait une volonté d'optimisme profonde, je crois, chez lui. C'est-à-dire que même quand il faisait un constat sévère, lucide sur les tensions internationales, sur les tensions dans la société française, sujet qu'il abordait avec beaucoup de précautions, d'ailleurs, à l'écrit comme à l'oral, il y avait quand même une espèce de sursaut au fond de lui qui était cette croyance d'abord en la science, dans le savoir, dans les fameuses grandes écoles, qui étaient quand même dans son univers un élément central à la fois de réussite et de créativité. Et donc même quand il désespérait de quelque chose, d'ailleurs il ne désespérait jamais pour être honnête, et quand il se décourageait un peu ou qu'il avait une vision sombre, il y a quelque chose en lui qui refusait cette espèce... Il n'y avait pas de fatalité. Il n'y avait pas de fatalité avec Daniel.
Laurence Tubiana, il n'y avait peut-être pas de fatalité parce qu'il s'engage. Enfin, ce qu'on sent dans le livre, c'est qu'il y a quand même de l'engagement dans le débat politique. Ce sont des outils apportés pour penser et permettre à d'autres de participer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit bien dans la vidéo. Ce qu'il dit d'important, c'est comment on fait pour que ça revienne dans le commun, dans ce qu'on partage. Et il y a quelque chose de très fort chez Daniel dans sa pratique. Bon, si on regarde les choses, si on apporte de la connaissance, on change notre vision des choses, on peut raisonner, on peut trouver une solution même partielle à un problème. Je me souviens d'une discussion qu'on avait peut-être eue avec lui et vous. Enfin, j'ai un souvenir, alors il est un petit peu long, je ne sais pas quand. Je disais, mais enfin, vraiment, sur ces histoires de changement climatique, on se complique trop la vie. Après tout, on devrait, à propos des crédits carbone, on discutait de ça, on devrait donner des crédits carbone s'il y a un bon projet d'énergie renouvelable dans un pays. On ne devrait pas se poser des problèmes trop compliqués. Il faut aller, il faut avancer. Et il y a quelque chose de Daniel qui est de dire il faut que la connaissance, il le dit très bien là, dans cette vidéo, on voit bien, il faut que ça revienne, merci pour mes papiers, il faut que ça revienne au commun, et parce que ça peut permettre, cette connaissance peut permettre d'agir. Il y a quelque chose toujours de frais, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est dans une impasse, et puis si on regarde les faits, comme la dette après tout, bon 120%, c'est pas si dramatique, ces complications qu'on fait, est-ce que les projets sont bien faits, mal faits, on devrait être beaucoup plus simple, on devrait être direct, on devrait y aller. Et ça, je trouve, il y allait, quoi, y compris dans ses engagements politiques. Alors bon, pas forcément avec les bons chevaux. Mais... Oui, bon choix, ça, on peut chacun avoir notre opinion là-dessus. Et je l'ai aussi. Mais il était très écouté. Moi-même, je l'ai découvert au fil des années, de ses rares confidences, car c'était de la discrétion incarnée. Et il savait beaucoup de choses qui n'avaient pas vocation à être sur la place publique. Mais par exemple, ayant été rocardien des années d'égarement autrefois avec quelques amis, j'ai découvert qu'il avait pesé autour de l'entourage de Rocard et de Rocard lui-même sur la création du RMI et de cette allocation qui lui semblait capitale pour redonner une chance aux gens et pour n'oublier personne. Dans un autre registre plus récemment, sur la dette toujours, il avait été reçu, on peut le raconter aujourd'hui, je pense, par le ministre des Finances, avec lequel il avait eu une discussion sur le taux qu'on pouvait atteindre. Et il s'était montré assez rassurant sur ce point, comme vous le disiez, c'est-à-dire que la France avait encore une marge de manœuvre, ce qui est une vision d'ailleurs aussi, un credo optimiste dans les capacités du pays. Il a peut-être raison. Mais en tout cas, c'est un avis qui avait été écouté avec beaucoup de soin, puisque l'intéressé lui-même en a parlé après. Si je peux ajouter une chose, Daniel, il fait partie, enfin je ne peux pas parler au passé, d'un groupe d'économistes, je pense il y en a plusieurs, Joe Stiglitz en est un, qui se sont vraiment engagés pour essayer de résoudre les problèmes. C'est-à-dire ils sont collés, ils sont allés discuter, ils sont allés voir des gouvernements, ils ne se sont jamais protégés dans l'académisme. Et ça, c'est quand même pas toujours le cas. Et je trouve que cette génération-là, enfin, vous les connaissez tous, puisque vous avez travaillé. Isaac Diwan. C'est intéressant de voir la relation entre cet engagement, cette capacité de pouvoir innover. Par exemple, il nous disait sur le climat, oui, allez-y, une banque globale pour le climat, pourquoi pas. Donc, il avait beaucoup de confiance dans l'innovation parce qu'il passait beaucoup de temps à comprendre le tout. Et donc, il avait un socle très solide sur lequel s'appuyer. Et c'est intéressant, dans le livre, il est en même temps là et pas là. C'est-à-dire, il ne fait que citer d'autres gens. C'est incroyable. Il y a peu de paragraphes où il nous donne directement des conseils dans le nouveau livre. Tu les as tous relevés, il y en a 2 ou 3 en fait. Mais il est complètement là parce que c'est lui qui agence cette vérité. C'est comme un chef d'orchestre, quoi. Et une fois qu'il a ce socle de savoir, il est très fort pour innover. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir proposer, que ce soit la réforme des pensions ou la politique monétaire en Europe, enfin de parler de plein de sujets à partir de ce socle très solide. C'est très intéressant ce que vous dites, pardon, juste parce que c'était une discussion que nous avions régulièrement, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il n'avançait jamais une idée, un fait, sans citer. Et ça m'agaçait parfois. Je lui disais, mais pour la continuité de la lecture et pour le plaisir du lecteur, tu n'as pas besoin de citer autant. Et il me regardait absolument révulsé
absolument effaré même d'avoir choisi un éditeur comme moi, à l'idée que je puisse envisager de supprimer une citation qui disait que la production de blé au Ghana entre 1970 et 1985 était multipliée par 5 et que ça avait une conséquence très concrète sur le pays. Et d'ailleurs, il ne cédait pratiquement jamais, sauf quand il citait 2 ou 3 fois le même auteur, où là je me permettais de faire des remarques qui de temps en temps étaient suivies. Mais il y avait une forme de rigueur intellectuelle que je n'ai jamais croisée, étant d'une famille universitaire. Pourtant, je sais un petit peu à quoi correspond l'agrégation, à quoi correspond l'enseignement. Il ne voulait aucun champ de contestation ni de discussion là-dessus. Et en fait, sa pensée se dégageait à travers le tableau des gens qu'il citait, la manière dont il les citait, le titre qu'il donnait au chapitre, le titre qu'il donnait au livre et les anecdotes qu'il prenait. C'est là où sa pensée se manifestait. Mais elle n'était jamais livrée de manière directe au lecteur, contrairement à la plupart des économistes et des intellectuels. Absolument. Une pensée aussi ouverte. Ça, c'est Coralie Chevalier, c'est vous qui m'en avez parlé au téléphone. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est l'ouverture à toutes ces disciplines. Ça n'est pas un économiste comme les autres, et c'est là où il y a eu un héritage très riche. Oui, là, on a parlé de l'ouverture, quelque part, de la mise en connexion de différents acteurs qui viennent d'écosystèmes complètement différents, qui ne savent pas se parler. Et puis, il y a aussi l'ouverture aux différentes disciplines. Alors, c'est un peu galvaudé. Tout le monde parle tout le temps de pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Mais qui pratique vraiment cette ouverture et qui se dit vraiment que ça vaut le coup d'écouter des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des psychologues quand on est économiste? Eh ben, ils ne sont pas si nombreux que ça, et Daniel Cohen faisait partie de ces personnes, et j'ai énormément d'admiration pour ça. Alors, je vais juste vous lire un petit passage de l'introduction intitulée « Rhizome » au livre « 1000 plateaux » de Deleuze et Guattari. Il dit « Il faut opposer le rhizome à la racine. La racine crée une généalogie en bifurcation successive, alors que le rhizome est antigénéalogique. Le rhizome est à entrées multiples, il n'a pas de commencement ou de fin, toujours un milieu. Fait rhizome et par racine, n'implantez jamais contre les logos, le philosophe roi, la transcendance de l'idée, le tribunal de la raison. Il faut opposer, disaient Deleuze et Guattari, une pensée nomade, rhizomatique, machine de guerre contre l'ordre hiérarchique. On a presque décrit ici le fonctionnement de Facebook, des réseaux sociaux. Il n'y a jamais de milieu, il n'y a jamais de fin, et tout ça fait ce que Manuel Castel appelait une société en réseau. Il me semble que ce passage de la verticalité elle-même héritée du monde ancien à l'horizontalité trouve ses sources intellectuelles, ou je ne sais pas comment il faudrait le dire, mythologiques, dans mai 68. Alors, la question du monde dans lequel nous vivons, c'est bien que ce monde horizontal est en train de produire ces pathologies, au fond, d'une certaine manière parallèles, qui remplacent les pathologies qu'on a connues dans le monde vertical de la société hiérarchique, de la grande entreprise fordiste. Donc, dans le domaine économique et social, eh bien, le modèle hiérarchique du monde industriel a disparu, mais il a été remplacé par quoi ? Par une série de mises en compétition de sous-traitants, de donneurs d'ordre qui organisent cette horizontalité pour faire peser une pression concurrentielle permanente sur leurs propres sous-traitants, sachant qu'ils sont eux-mêmes les sous-traitants d'autres instances ailleurs dans l'espace et dans le temps presque, puisque ce n'est pas les mêmes temporalités qui se jouent. Et donc on peut en effet en appeler à une nouvelle critique sociale de ce monde horizontal qui devra évidemment entièrement se repenser et qui au fond visera à une forme de réintégration de ces travailleurs éclatés aux quatre coins du monde. Et puis du côté de la société de consommation, la société Facebook, pour le dire simplement, est en train, ça devient de plus en plus clair, de produire à son tour ses propres pathologies. Il y a toutes sortes d'enquêtes qui montrent que le temps passé sur Facebook est proportionné au syndrome dépressif de ses utilisateurs. Au Danemark, on a fait une expérience qui a consisté à mettre une semaine sans Facebook, un groupe témoin pour le comparer à un autre,
et les taux dépressifs sont beaucoup plus faibles chez ceux qui s'en sont affranchis. Bref, la société Facebook a créé ses propres mécanismes d'addiction. On est toujours inquiet de lire ces messages et de voir la suite d'une série qui a commencé. Bref, elle a exactement réencastré une société de consommation d'un type nouveau autour de ce nouveau modèle en réseau. Ça n'est plus Léon Zitrone à la télévision, c'est quelque chose d'autre, mais qui fonctionne exactement aussi efficacement et qui doit armer une nouvelle critique artiste de ce monde de Facebook et de cette société numérique qui s'est construite selon cet imaginaire, je crois, qui est exactement celui auquel pensait pourtant Deleuze et Guattari. Bref, si dans 50 ans, nous devons organiser une nouvelle manifestation sur le 50e anniversaire de mai 68, il faudra espérer, et on y sera, tous les trois, hein, il faut espérer que ces critiques sociales et ces critiques artistes auront, elles aussi, vu le jour. Chers amis, chères familles, chers tous, ça a toujours été difficile de parler après mon frère. Ça n'était pas forcément plus facile de parler avant. Combien de fois je l'ai vu prendre la parole dans un amphithéâtre comme celui-ci pour conclure une table ronde en éclairant l'assemblée de ses analyses rigoureuses, de son point de vue souvent détonnant, émaillé de chiffres et de statistiques, y compris les plus improbables, jonglant brillamment entre tous les thèmes abordés et son propre univers intellectuel. S'il avait été parmi nous, il serait revenu sur les propos de Laurence Tubiana, Isaac Diwan, Coralie Chevalier, Alexandre Wickham, et de son inimitable, on peut le dire comme ça, il aurait repris le fil de la table ronde pour arriver à une conclusion complètement différente, en démontrant qu'au fond, tel était le véritable point de vue de chacun. J'aurais tant aimé savoir ce que mon frère aurait pu dire de son propre héritage. Sans doute tout ce qui a été dit, en y ajoutant aussi toutes sortes de liens et de pirouettes avec les décisions de la Fed et de la BCE, le dernier match de Djokovic, un problème rencontré chez BlackRock par Pauline pendant la semaine, le remaniement du gouvernement, la colère des agriculteurs et, bien sûr, une chanson de Leonard Cohen, You Want It Darker, Thanks for the Dance ou pourquoi pas In My Secret Life. Ce livre d'hommage, Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde, reprend une multitude de points de vue et d'angles très différents sur la vie et le parcours de mon frère. Mais au fond, ils se rejoignent tous pour parler de la même personne, dans une vision panoramique, remarquablement diverse et cohérente de sa personnalité. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui l'ont rendu possible, son éditeur Alexandre Wickham, toute la maison Albin Michel et son président Gilles Herry, ainsi que Virginie Plantard, son amie de toujours Laurie Coinca, et tous ceux qui, par leurs textes ou par leurs photos, ont contribué à cet ouvrage collectif dont les droits, comme ça a été rappelé par Caroline, seront versés à la Fondation de l'École normale supérieure pour financer la chaire d'économie et le prix d'économie Daniel Cohen. Dans sa chronique à paraître pour l'École normale supérieure sur Daniel, son ami Thierry Salmona écrit la chose suivante. Je le cite. Je cite mes sources, moi aussi. Dans l'histoire de l'humanité, on trouve quelques rares situations où un groupe d'hommes et de femmes, à cause des circonstances, grâce à leur talent, toujours grâce à leur rigueur et leur exigence, changent radicalement leur discipline. Le Boos, peut-être aussi la physique quantique, sont autant d'exemples sans constituer une liste exhaustive. Il est peut-être trop tôt pour l'affirmer, mais il est probable que les économistes réunis autour de Daniel Cohen ont changé et changent encore leur discipline dans les mêmes proportions. Fin de citation. Car ce livre d'hommage à mon frère Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde, est aussi le témoignage de toute une génération. Celle des élèves qui ont intégré une école normale supérieure encore un peu poussiéreuse dans les années 70,
Une génération arrivée après les années 68, bercée par le marxisme, le maoïsme ou l'ultra-gauchisme italien qui l'ont rapidement laissée assez dubitative, avant d'être percutée par les années fric et la finance des années 80, clamant haut et fort que « greed is good », qui les a laissés encore plus perplexes. Mon frère a montré la voie à cette génération du ni Tony Negri, ni Gordon Gekko. Il a fédéré autour de lui une manière de faire l'économie radicalement différente, à la fois ancrée dans la rigueur des mathématiques, mais totalement ouverte sur le bouillon de culture de l'école normale supérieure, avec sa richesse pluridisciplinaire dans les sciences sociales, la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, voire la biologie, la physique ou même les sciences cognitives. Une génération profondément connectée aux recherches les plus avancées du monde anglo-saxon, tout en étant solidement enracinée à Paris et en Europe. Un groupe d'économistes issus du monde académique, mais au contact permanent du terrain et de la cité, qui ne distingue pas la réflexion de l'action. Et ce n'est pas un hasard si c'est aux élèves de cette génération comme Esther Duflo qu'on demande aujourd'hui d'éclairer le monde sur la Chine qui inquiète, la transition énergétique et l'intelligence artificielle. C'est la première fois que mon frère publie des livres sans les dédicacer. J'ai bien sûr une tendresse particulière pour toutes ces dédicaces, et notamment celle qui s'adresse aux 3 Suzy, notre mère, sa fille Pauline et ma fille Anna, qui portent aussi le prénom de leur grand-mère. Mais j'aime aussi relire les dédicaces à Martine, sa gypsy wife, à Pauline, son nounou qui devra lire ce livre aussi, j'espère que tu l'as fait, ou à la mémoire de notre cousin Philippe. Son avant-dernier livre, puisque donc son dernier livre est Une brève histoire de l'économie, son avant-dernier livre, Homo numericus, est dédié à la mémoire de son amie Suzanne, avec la chanson de Leonard Cohen, And you know that you can trust her because she's touched your perfect body with her mind. Pour moi, il avait ajouté à la main pour qu'on soit toujours ensemble, mon frérot. Comme quoi, il ne faut jamais prendre mon frère Daniel au premier degré. Cette fois, c'est Esther qui lui dédicace une brève histoire de l'économie avec sa préface absolument magnifique, à laquelle elle aurait sans doute pu ajouter un petit mot manuscrit comme « J'aurais préféré ne jamais avoir à prendre ta suite à la présidence de PSE. Mais ne t'inquiète pas, par passion et par devoir, avec tes 32 générations d'élèves et les générations à venir, nous allons poursuivre, développer et embellir tout ce que tu as construit. » Je peux te dire, Esther, à quel point la famille est heureuse et fière de tout ce que tu fais pour l'héritage de mon frère. Et pour finir, c'est moi qui lui dédie ce livre d'hommage, Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde, en lui disant « Avec tout ce que tu nous as laissé, le monde finira bien par changer. Ne t'en fais pas, je veille sur notre famille et j'espère que là où tu es, les prophètes ne sont enfin plus égarés, que tes chroniques ne sont plus fiévreuses, et même si je sais que tu continueras toujours d'être inquiet pour le monde, pour une fois, pose ton livre, va sur la plage, regarde la mer, mets-toi au soleil, et des étincelles de ton regard, s'il te plaît, envoie-nous une lueur d'espoir.
Merci.